Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les outils de modélisation que nous utilisons dans notre bureau pour la conception de nouvelles constructions ou lors de rénovations. Pour construire un bâtiment smart et sustainable, il y a de nombreux paramètres à considérer. On peut citer les performances énergétiques, le choix des matériaux, le bilan carbone lors de la construction et l'exploitation, la gestion de l'eau. Dans notre vision de l'engineering, le confort au sens large est cependant l'élément essentiel. Les autres éléments découlent indirectement de ce critère. Par confort, on entend bien évidemment le confort thermique, acoustique, lumineux, fonctionnel, etc. Afin de valider le confort, il est utile de modéliser le bâtiment afin d'optimiser les solutions retenues. Pour cette optimisation, nous vous présentons quelques outils que nous utilisons sur la majorité de nos études. Les outils que nous abordons aujourd'hui rapidement sont les calculs PHPP, les études de lumière du jour, les études d'ensoleillement, la maîtrise des surchauffes, les calculs de profil thermique et l'optimisation des énergies renouvelables. Outre les obligations légales, les calculs PEP ou PHPP ont un intérêt important lors de la phase d'avant-projet. Ces deux logiciels sont des logiciels statiques, avec un modèle thermique simplifié. Les deux logiciels sont simples d'utilisation et permettent de pouvoir déterminer rapidement quelles sont les caractéristiques minimum des éléments qui composent l'enveloppe extérieure du bâtiment. Les deux indicateurs importants au stade de l'avant-projet sont les besoins nets de chaud et les besoins nets de froid. Pour un bâtiment standard, les besoins nets de chaud doivent être inférieurs à 25 kWh par mètre carré. Dans le cas de bâtiments passifs, ceux-ci doivent être inférieurs à 15 kWh par mètre carré par an. En réalité, cet indicateur est important car il caractérise la performance de l'enveloppe isolante du bâtiment. Le second indicateur est le besoin net de froid. Cet indicateur est également essentiel car il permet de vérifier si la conception du projet permet d'éviter des surchauffes importantes en été. Pour obtenir un bâtiment performant, les besoins nets de froid doivent toujours être inférieurs à 15 kWh par mètre carré par an. Cette valeur donne comme garantie que des solutions simples et peu énergivores pourront être trouvées pour garantir le confort thermique. Un éclairage naturel de qualité est essentiel au confort, à la santé et au bien-être. Il est donc important de pouvoir vérifier lors de la conception du projet que l'éclairage naturel est de qualité. Pour caractériser cette performance, on utilise un indicateur appelé le Daylight Factor, facteur de lumière du jour en français. Pour avoir une bonne qualité d'éclairage naturel, cet indicateur doit être d'environ 3. Le Daylight Factor est le rapport entre le niveau lumineux extérieur et intérieur lors d'un ciel couvert. Pour réaliser ces études, nous utilisons dans notre bureau les logiciels Velux et DSIM. L'intérêt des études d'éclairage naturel est de cartographier les zones du bâtiment où l'éclairage naturel est de qualité. En parallèle, il est alors possible de superposer cette cartographie aux aménagements étudiés afin de vérifier que les affectations proposées répondent à la qualité d'éclairage souhaitée pour chaque zone du bâtiment. Dans certains cas précis, l'ensoleillement direct peut engendrer des nuisances telles que l'éblouissement, voire même une incompatibilité avec certaines fonctions dans le bâtiment. Pour vérifier l'impact du soleil direct, nous utilisons dans notre bureau les outils tels que SketchUp ou Revit. Ceux-ci permettent de déterminer la course du soleil sur une journée pendant les différentes saisons et d'identifier à quel moment
un éblouissement ou un ensoleillement direct est rencontré dans le bâtiment. Grâce à cette analyse, il est alors possible de prévoir les protections solaires adéquates en fonction des locaux et des orientations. Les modélisations dynamiques ont de nombreuses applications. Dans nos dossiers, nous l'utilisons entre autres pour vérifier les critères de confort, déterminer les profils de chauffage et de refroidissement, optimiser les énergies renouvelables. Dans notre bureau, nous avons opté pour le logiciel Transys. Dans un modèle classique, la simulation dynamique comprend un générateur du climat, un module qui modélise le comportement thermique du bâtiment, des équipements techniques tels que les groupes de ventilation, les productions d'eau chaude sanitaire, dans le cas présent des boucles de refroidissement, ainsi qu'une modélisation du transfert de chaleur. Le modèle comprend bien évidemment également des outils d'enregistrement des données de sortie. N'oubliez pas que la simulation dynamique a pour objectif de comparer différentes solutions entre elles afin de déterminer les solutions optimales pour un projet dans des conditions de fonctionnement standardisées. Pour les études de surchauffe, les logiciels de simulation dynamique permettent de déterminer dans des conditions standards la température dans un local heure par heure. Ils permettent également d'analyser différentes stratégies de maîtrise de surchauffe et de les comparer les unes avec les autres. Un indicateur souvent utilisé est le pourcentage de surchauffe supérieur à 26 degrés centigrades. Celui-ci doit être inférieur à 3% du temps d'occupation. Dans le cas d'une certification BREEAM, d'autres indicateurs tels que les PMV et PPD sont également utilisés. Le PMV Predicted Mean Vote représente le ressenti moyen d'un occupant sur une échelle de -3 à +3. Le PPD représente le Predicted Person Dissatisfied, qui détermine la quantité de personnes qui ne ressentent pas un confort optimal. Dans les normes de confort, cet indicateur doit être inférieur à 10%. La modélisation dynamique a également comme objectif de déterminer les profils thermiques d'un bâtiment. Celle-ci permet de déterminer les besoins en chaud et en froid d'un bâtiment heure par heure et mois par mois. Ces données sont en effet nécessaires pour dimensionner et optimiser les énergies renouvelables, comme par exemple les pompes à chaleur ou encore les sondes géothermiques. Lors des simulations dynamiques, il est également utile de vérifier les besoins nets de chaud et de froid cités précédemment dans l'exposé. Ces indicateurs sont en effet nécessaires pour vérifier la cohérence du modèle dynamique. Après avoir déterminé les profils thermiques, il est alors possible d'optimiser le dimensionnement des énergies renouvelables. Celles-ci sont en effet coûteuses et il est donc essentiel de les optimiser technico-économiquement. Dans le présent exemple, vous pouvez constater la synthèse d'une étude pour une pompe à chaleur géothermique. Dans le graphique de gauche, vous pouvez identifier le coût d'exploitation et d'investissement des pompes à chaleur dans le cas d'une pompe à chaleur géothermique réversible ou une pompe à chaleur avec un géocooling direct. Le graphique de droite représente les énergies primaires en fonction de différentes puissances de pompe à chaleur. Cette étude a conduit aux conclusions suivantes. La pompe à chaleur réversible est optimale en termes d'investissement, tandis que la pompe à chaleur avec son géocooling permet un optimal en termes d'énergie primaire. Je terminerai en vous remerciant pour votre attention.
Si vous avez une question, un sujet qui vous préoccupe, nous sommes à votre disposition pour y répondre.